Bien, écoutez, bonsoir à tous. Merci aux amis du CRIF d'être derrière leur écran, encore une fois, ce soir. Ce soir, pour recevoir un invité exceptionnel qui est dans l'actualité, je dirais, tous les jours quasiment. Il n'a pas ménagé, il n'a ménagé ni son intelligence, ni sa capacité à expliquer les choses pour expliquer ce qui se passait entre Israël et le Hamas. Donc, on a le plaisir de recevoir ce soir l'ambassadeur d'Israël en France, Daniel Saada, avec qui nous allons faire un petit peu le tour de la situation que nous venons de vivre et qui est encore un peu branlante. On va aussi parler sûrement des relations internationales avec les positions européennes, les positions américaines. Donc tout ça sera partie de cette conversation. Et on a le plaisir donc pour interroger, pour mettre sur le gris l'ambassadeur d'Israël en France, Daniel Saada, d'avoir avec nous Yves Tréhard, qui nous fait l'amitié d'être là. C'est pas la première fois, c'est toujours un plaisir de le recevoir. Yves Tréhard, qui est éditorialiste et qui est directeur adjoint de la rédaction du Figaro, et à qui je vais tout de suite passer la parole pour démarrer cette soirée. Et bien évidemment, je vous précise, chers amis qui êtes derrière vos écrans, que vous aurez la possibilité, comme c'est l'habitude aux amis du CRIF, de poser quelques questions en fin d'interview et qui seront bien évidemment retransmises à notre invité, l'ambassadeur d'Israël en France, et qui se fera un plaisir d'y répondre. Merci Francis Khalifa, merci beaucoup. Merci de votre confiance et de votre amitié constante. Et je suis très heureux d'être ici, comme je l'ai fait effectivement par le passé, et quelques fois avant, pour interroger votre invité et puis d'être à l'écoute de tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir et que je salue avec beaucoup de plaisir. Monsieur l'ambassadeur, bonjour, merci de vous prêter à cet exercice. La première question que j'ai envie de vous poser, puisque ça fait quand même somme toute pas très longtemps que vous êtes parmi nous, comment vous sentez-vous en France? Comment ça se passe? Est-ce que votre arrivée se passe dans de bonnes conditions? Oui, tout va bien. Je précise un petit peu les choses. Je suis en France, j'étais le numéro 2 de l'ambassade, mais comme depuis maintenant un peu plus d'un an, nous n'avons pas d'ambassadeur, puisque nous sommes en période électorale depuis maintenant bientôt 2 ans, et qu'en période électorale, nous ne pouvons pas procéder à des nominations. Donc voilà pourquoi j'assume l'intérim et que je suis devenu l'ambassadeur de facto à notre ambassade. Je me sens bien en France, un pays que je connais bien, j'y suis né. J'y reviens avec beaucoup de plaisir, je ressens vraiment comme un privilège de pouvoir représenter Israël ici en France. Une période particulière, évidemment l'année du Covid qui n'a pas simplifié les choses, et puis les événements de ces dernières semaines qui ont, je crois, beaucoup marqué ici aussi à Paris, parce qu'il y a eu beaucoup de développements politiques, notamment au niveau diplomatique et politique sur ce qui s'est passé au Proche-Orient, mais je suis sûr que nous allons avoir l'occasion d'en parler. C'est le cas. Alors, avant de passer justement à ce dossier qui est brûlant, pour ce qui est des informations pratiques, je sais que nos interlocuteurs sont très sensibles à ça et attendent des informations. Comment ça va se passer, notamment pour les vacances d'été, pour ceux qui voudraient se rendre en Israël? Alors, depuis le début de la crise sanitaire, nous avons fermé nos frontières comme à peu près tous les pays l'ont fait. Et nous avons réouvert ces frontières de manière progressive depuis que nous avons atteint ce qu'on appelle l'immunité collective. Nous avons lancé ce qui n'est pas le cas en France. Qui n'est pas encore le cas en France. Nous avons lancé cette campagne de vaccination au début décembre qui a très bien fonctionné. Nous sommes aujourd'hui à peu près 65% de la population qui est vaccinée. On me pose souvent la question pourquoi seulement 65%, parce que pour l'essentiel, les 35% qui restent, c'est essentiellement des jeunes. Des enfants. Nous sommes un pays avec jeunes, avec une population relativement jeune, donc les enfants moins de 18 ans, bien que dans les derniers mois, les dernières semaines, nous avons procédé à la vaccination des 16-18 ans pour leur permettre de passer le baccalauréat en présentiel et leur permettre d'améliorer. Nous attendons des nouvelles scientifique, puisqu'il est question d'aménager le vaccin de Pfizer pour lui permettre également de l'administrer à des plus jeunes, voire même des bébés. Donc il est possible qu'à la rentrée, nous procédions non seulement à une 3e dose pour le rappel. Il est question d'une 3e dose?
On en parle de plus en plus. On en parle de D'accord. plus en plus pour ceux qui ont été vaccinés. Et on parle également d'une nouvelle dose, d'un nouvel aménagement du vaccin qui sera pour les plus jeunes, ce qui permettrait là d'étendre largement. Alors pourquoi est-ce qu'il y a encore des contraintes à l'arrivée en Israël? Je sais que c'est une question que beaucoup se posent. Parce que cette immunité collective que nous avons installée n'est pas encore totalement développée. Ouais. Et qu'il est très important d'éviter l'émergence de ce qu'on appelle les variants, et notamment certains variants qui pour l'instant, nous n'avons pas la certitude de la capacité Du de vaccin. l'immunité collective et du vaccin à résister. Et donc ces variants, et je pense notamment au variant indien, qui inquiète beaucoup, mais également le variant brésilien, seraient de nature à remettre en cause cette immunité collective. Donc voilà pourquoi il n'y a pas encore l'ouverture des fonds, simplement. Nous avons encore des négociations. Sauf pour des raisons professionnelles. Il y a pour l'instant la possibilité pour ceux qui ont de la famille en ligne directe de pouvoir demander à venir en Israël. Ils doivent prouver qu'ils sont vaccinés ou qu'ils ont été contaminés et que donc et le lien de parenté qu'ils ont avec la ligne directe. Je sais que ça semble très administratif, ça semble très lourd comme procédure, surtout pour des personnes, et je peux l'imaginer, je peux le comprendre, qui n'ont pas vu leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, leurs enfants depuis maintenant plus d'un an. Plus d'un an, puisque nous avions fermé les frontières au début mars 2020. Mais c'est une question qui est vraiment nécessaire pour nous. Notre ministère de la Santé, nos spécialistes suivent l'évolution de la situation sanitaire de très près. Je demande à chacun et à chacune d'entre vous d'avoir le plus de patience et à la fois le plus de discipline possible, parce que c'est vrai que c'est un peu lourd la procédure, mais je vous demande instamment, pliez-vous aux règles, remplissez les dossiers comme il faut, n'envoyez pas 50 fois le mail, ça n'a aucun intérêt. Il faut savoir que l'ambassade est débordée par les mails. Oui, nous avons en moyenne entre 300 et 400 demandes par jour. Donc, vous savez, je le dis autrement, jusqu'à la situation sanitaire, un citoyen français prenait son passeport et voyageait en Israël. Bien sûr. Donc, notre consulat n'était pas équipé, n'était pas aménagé pour délivrer des visas, puisqu'on n'avait pas besoin de visa pour partir en Israël. Or, depuis un an, c'est un visa sanitaire, mais c'est un visa. En fin de compte, il faut maintenant un visa. Donc, nous n'avions pas cette… Alors, on a augmenté un petit peu le personnel depuis au début de l'ouverture de cette décision d'ouvrir la frontière. Nous avons reçu en une journée presque 2000 demandes. Donc, on a mobilisé toute l'ambassade. Il y a un moment donné où il n'y avait plus aucun employé ou aucun diplomate. Je vous avoue que même moi, je m'y suis mis. On a prêté l'épaule, comme on dit. On a donné un coup de main au consulat pour essayer. On a tous retroussé les manches. Mais très sincèrement, il faut comprendre qu'il y a des délais et nous essayons de faire au mieux pour les respecter. Alors, une question se pose justement pour l'avenir. Est-ce que ça se passe au niveau européen ou ça se passe d'État à État entre Israël et la France? Vous avez entièrement raison. Votre question est tout à fait pertinente. Il y a des négociations que nous avons proposées déjà depuis plusieurs mois à notre partenaire français pour la reconnaissance des certificats vaccinaux ou des certificats de convalescence, de manière à ce qu'il n'y ait plus cette nécessité, comme il y a aujourd'hui, de devoir passer un test sérologique à l'arrivée en Israël pour pouvoir confirmer la présence d'anticorps. Donc, on espère que sera mis en place ce pass sanitaire dont on parle, avec ce célèbre QR code qui permettrait d'éviter les contrefaçons et qui permettrait, dans la transparence et l'efficacité, les échanges, y compris touristiques. Le tourisme est une source de revenus importante économique en Israël. Ce secteur a été ravagé l'année dernière. Il est évident que nous avons également besoin de pouvoir le relancer. Donc, il y a aussi un intérêt du côté israélien. Il n'y a pas que la protection, évidemment, de la situation sanitaire, mais nous devons tout prendre en compte et trouver la meilleure solution. Mais ça ouvre tout de même une fenêtre d'espoir, parce que autant nous savions que autant la France que l'Europe étaient opposées au départ à ce passeport sanitaire, autant nous savons qu'au 1er juillet, l'Europe mettra en place ce passeport sanitaire. Je voudrais dire, cher Francis Khalifa, que vous avez été parmi les premiers à alerter le gouvernement israélien sur le fait que au moins permettre aux personnes vaccinées qui ont de la famille en Israël à pouvoir partir en Israël.
vous aviez interpellé à la fois la ministre de la Diaspora, le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre également. Et je suis convaincu que c'est grâce à votre intervention et à l'amélioration de la situation sur le terrain que déjà cette première tranche a été actée. L'évolution de ce pass sanitaire qui n'avait pas été au départ au mois de janvier, très tôt, vous savez, on a anticipé surtout avec la crise sanitaire, on a anticipé sur les vaccins, puisque nous étions les premiers à avoir approché Pfizer au mois d'avril, je le répète souvent, au mois d'avril 2020, lorsque la première vague chez nous était très soft, très, très modérée. Nous n'étions pas dans la situation dans laquelle vous étiez en Europe. Nous avions déjà compris qu'il n'y avait pas d'alternative et qu'il fallait essayer de trouver le vaccin, se sécuriser cet approvisionnement. Donc pareil pour le pass sanitaire. Nous avons, si je ne me trompe pas, je ne crois pas dévoiler de secret en disant que nous avons déposé une note au Quai d'Orsay déjà, il me semble, en janvier, pour proposer d'ouvrir des négociations sur la reconnaissance vaccinale. Donc on s'y dirige doucement et incontestablement, lorsqu'il y aura un accord, les choses pourront aller de manière plus rapide. Alors, dernière question très pratique. Ce pass sanitaire, c'est quoi? C'est inscription de la vaccination et ou avoir été victime de cette maladie et ou avoir un test PCR qui a moins de 72 heures. Non, le test PCR, c'est une nécessité même avec le vaccin. Oui. Le test PCR, la plupart du temps d'ailleurs, ce sont les compagnies aériennes qui l'exigent. Nous l'exigeons également à l'arrivée en Israël, ça ne changera pas, mais c'est extrêmement rapide. On a aménagé un système en Israël, ceux qui ont pu voyager dans les dernières semaines peuvent en témoigner, ça fonctionne merveilleusement bien. C'est-à-dire, pour être plus précis, le test PCR se fait à l'arrivée en Israël. Il y a une exigence d'un test PCR de moins de 72 heures avant de prendre l'avion. D'accord. Et il y a l'obligation de faire un test PCR à l'arrivée. On le répéter, parce que nous savons qu'il y a, malgré tout, même des personnes vaccinées qui peuvent continuer à développer la maladie. Donc il est important de pouvoir les isoler s'ils sont malades et les empêcher de contaminer le reste de la population. Donc, ça, c'est le test PCR. En ce qui concerne la vaccination et ou la contamination, ça veut dire avoir été contaminé et avoir des anticorps. Donc nous, en Israël, nous avons un certificat vert, un pass vert, qui permet pour ces deux catégories de personnes de pouvoir accéder à tout ce qui avait été interdit jusqu'à maintenant, voyager, restaurants, culture, sport, etc. Très bien. Donc voilà, nous imaginons, nous espérons que ce sera plus ou moins les mêmes références qui seront établies dans le cadre du passeport sanitaire européen. Qui sera négocié et qui est négocié avec l'Europe. Exactement. Merci de ces précisions. Alors maintenant, on va entrer dans un sujet qui évidemment anime beaucoup d'esprits et qui est très sensible. On a beaucoup entendu dire parmi les commentateurs que eh bien, les 11 jours de tension et de tension mortelle, je dirais, entre Israël et le Hamas, et pas uniquement avec le Hamas, on va en parler, eh bien, était un conflit et une opposition d'un nouveau type par rapport à ce qu'on avait pu connaître, notamment en 2014 et en 2008. Est-ce que vous partagez cette observation et si vous la partagez, pourquoi? Oui, incontestablement, les choses ont évolué. Nous ne sommes plus malheureusement dans ce qui s'était passé en 2014, en 2012, en 2008. Nous nous sommes retirés de la bande de Gaza en 2005, le retrait unilatéral décidé par le gouvernement d'Ariel Sharon. Mais les tirs de roquettes vers Israël ont commencé en fin de compte un petit peu plus tôt. Nous allons célébrer en octobre de cette année ce triste 20e anniversaire de tirs de roquettes depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien. C'était en octobre 2001. Cela veut dire que ça fait maintenant 20 ans que, dans un premier temps, le sud d'Israël, et nous l'avons vu dans ces derniers jours, une grande partie du territoire israélien, 2 tiers de la population israélienne, parce que certains des missiles sont arrivés jusqu'à presque 200 km de la bande de Gaza, 180 km au nord de la bande de Gaza. J'ai bien dit missiles et pas roquettes. Ouais. Vous constaterez l'évolution sémantique, parce qu'en 2001, c'était des petites roquettes artisanales, avec 1,5 kg d'explosifs, de boulons, de tout ce qu'on trouvait pour essayer de provoquer des dégâts, qui étaient envoyés avec une portée qui dépassait rarement les 3 km. Donc c'était vraiment ils essayaient en bordure. Ils essayaient en bordure, ils essayaient de tirer sur le territoire israélien. Et puis au fur et à mesure, nous avons vu l'évolution. Donc à partir de 2005, au moment du retrait,
excusez-moi du terme, la libération de Gaza. Donc je le mets entre guillemets évidemment. Les choses ont commencé à évoluer. 2006, les élections palestiniennes, la prise du pouvoir par le Hamas, la montée au pouvoir du Hamas, pardon, et ensuite la prise du pouvoir avec la guerre fratricide, avec l'éviction totale du Fatah et de l'autorité palestinienne pendant l'année 2007. Un combat terrible dont on n'a pas beaucoup parlé, dont on a oublié les images. Il y en a eu très peu parce que lorsque les Palestiniens s'assassinent entre eux, semble-t-il, ça émeut moins ceux qui veulent descendre dans les rues de Paris ou des autres villes de France. Mais c'est encore un sujet dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure. 2007, 1500 blessés, 350 à 400 morts. Le Hamas prend en main l'autorité, le contrôle de la bande de Gaza, avec la mise en place d'un système para-étatique islamique. Une des premières règles dictées par le Hamas concerne notamment ce qu'on appelle le droit des femmes qui est totalement mis à bas. Ça encore, c'est quelque chose dont on parle très peu ici. Et puis 2008, la première guerre avec Israël, en novembre-décembre 2008, et puis vous avez rappelé les autres épisodes. Alors qu'est-ce qui a fondamentalement changé? C'est évidemment cet arsenal que le Hamas a accumulé pendant ces 15 années où ils sont au pouvoir à Gaza, avec l'aide de l'Iran. Alors on pose souvent la question, comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que, alors que Gaza est censé être sous blocus? Alors, il y a plusieurs explications à cela. Peut-être que j'anticipe une question que vous vouliez me poser. La question, c'est comment cet armement peut être acheminé dans la bande de Gaza. Alors, on parle beaucoup, évidemment, des tunnels qui sont vraiment le refuge, je dirais, le QG, quasiment, du Hamas, avec une question accessoire aussi. Les Iraniens chiites, le Hamas sunnite. Donc ça, c'est une vaste question. Mais alors d'abord, sur l'acheminement du matériel militaire. Et puis peut-être en complément, est-ce qu'il n'y aurait pas non plus une importation, non pas d'armes, mais plutôt un transfert de technologie et de savoir-faire de l'Iran vers le Hamas et qui aurait monté ses propres unités de fabrication finalement? Alors, incontestablement, ce sont les deux. Il y a à la fois une prolifération iranienne dans la bande de Gaza, dont on a déjà eu l'épreuve à plusieurs reprises. Souvenez-vous l'arraisonnement de l'aréna des bateaux. Souvenez-vous les bombardements qu'il y avait eu au Soudan, avec un convoi qui prenait la direction de l'Égypte. Il y a d'abord, je répète, une frontière qui est perméable, qui est celle de Rafah, au sud de la bande de Gaza, et qui a permis malheureusement de la contrebande, y compris d'armes. Secondo, il y a le fait qu'il n'y a pas de blocus avec la bande de Gaza. Du côté israélien, il y a un blocus de matériel militaire, c'est-à-dire un matériel militaire proprement dit, donc d'armes, etc. Mais vous savez que pour construire et à la fois ces souterrains, au niveau du génie civil, mais aussi pour produire une partie de ces armes, il y a énormément de matériel qui est à double usage, ce qu'on appelle le dual use en anglais, c'est-à-dire un matériel vous avez des engrais qui peuvent être utilisés pour la fabrication d'explosifs. Vous avez un certain nombre pour construire ces souterrains, on ne peut pas, lorsqu'on permet à du béton, du ciment, du sable, des pierres de rentrer dans la bande de Gaza, on ne peut pas exiger, même si on le souhaite, que tout ce matériel ne sera pas utilisé pour construire des écoles, des stades ou des immeubles, mais pour aménager ce système de souterrains. J'ai eu l'occasion de le dire, ce n'est pas les souterrains que l'image du prisonnier dans sa cellule qui creuse avec sa cuillère pour essayer c'est pas non plus les tranchées de la guerre de 14. Mais ce sont véritablement, c'était un système, je parle au passé parce que nous considérons que nous pensons avoir réussi à détruire à peu près 60% de l'infrastructure. Du dispositif. Qui fait combien de kilomètres, on le sait? Nous avons détruit à peu près 100 kilomètres. Donc on pense avoir détruit à peu près 100 kilomètres à des points stratégiques et névralgiques, c'est-à-dire à des points où il y avait également énormément de ramifications, notamment au nord et au sud, ce qui empêchait donc, ce qui va non seulement porter un grave coup à l'infrastructure militaire du Hamas, et opérationnelle, mais également à leur tentative
d'abord de faire entrer en contrebande depuis la bande de Gaza, depuis le sud de la bande avec l'Égypte, mais également de pouvoir pénétrer en territoire israélien. Et vous le savez que depuis la guerre de 2008, nous avons développé ce système de murs souterrains qui a également freiné la possibilité des infiltrations du Hamas en Israël. Donc, première origine, ce sont la prolifération et l'entrée d'armes iraniennes. Ouais. La seconde, c'est la fabrication sur place. Il y avait la semaine dernière dans Le Monde un article très intéressant sur le transfert de technologie, entre guillemets évidemment, de cette science de la guerre et de cette science des missiles. Vous savez que dans l'accord de Vienne, une des critiques que beaucoup ont apporté, y compris évidemment du côté israélien sur l'accord de Vienne, qu'il ne prenait pas du tout en compte le programme balistique. Alors nous ne sommes pas encore dans des missiles balistiques, Dieu merci, mais nous sommes vraiment avec ce savoir-faire et cette technologie qui a été développée en Iran en matière de missiles, ce qui explique pourquoi aujourd'hui nous ne sommes plus avec des roquettes de 2 ou 3 km, nous sommes véritablement avec des missiles dont il manque juste le téléguidage. J'ai parlé de chiites, sunnites, parce qu'il y a aussi les frères musulmans qui sont derrière le Hamas. L'Iran n'est pas le seul pourvoyeur, j'imagine, d'aide. Il y a également les frères musulmans donc, qui sont bannis, ou en partie bannis d'Égypte, et le Qatar, qui sont aussi partie prenante. Tout à fait. Aux côtés du Hamas. Tout à fait. Donc, dont l'aide qui en partie a été acheminée, c'est le paradoxe dans lequel nous nous trouvons, qui en partie a été acheminée sous couvert avec l'autorisation des autorités israéliennes pour permettre le développement de Gaza. Vous savez, c'est véritablement un dilemme quotidien dans lequel nous vivons, parce que, évidemment, nous devons permettre à la bande de Gaza de se développer, nous devons lui permettre de pouvoir se nourrir, de pouvoir se développer, de pouvoir construire, de pouvoir vivre, mais de notre côté, nous avons affaire à une organisation qui est à la tête de Gaza et qui utilise chaque centime, chaque dollar, chaque tonne de béton, chaque vis, chaque clou, chaque engrais, etc., qui devrait être utilisé pour permettre à ce coin de terre. On nous dit souvent que c'est une prison à ciel ouvert. On nous dit c'est le ciel, c'est le territoire avec la densité de population la plus importante au monde ou parmi les plus importantes au monde. Et je dis oui. Singapour, c'est aussi le cas. Est-ce que pour autant Singapour est devenu un havre de terrorisme? Non, évidemment non. Là, en Europe, vous avez des zones de densité en Hollande, pas moins importantes. Est-ce que la Hollande est devenue pour autant? Non, ce sont des bêtises. Évidemment, Gaza vit une situation particulière. Après le départ israélien, Gaza aurait pu devenir un paradis. C'est devenu un enfer. Alors, une deuxième observation qui a été faite, la première observation par les observateurs et que vous avez confirmée, c'est donc une capacité militaire très supérieure à ce qui existait auparavant, ce qui distingue un peu des autres périodes de tension. La deuxième chose qui a été constatée, c'est que dans les villes dites mixtes, eh bien, qui étaient généralement où palestiniens ou arabes israéliens et juifs israéliens vivaient en bonne entente, et il faut d'ailleurs corriger ce qui est dit parfois pour dire que les Arabes d'Israël ont les mêmes droits que les Juifs d'Israël, absolument les mêmes droits. D'ailleurs, ils pèsent sur le plan politique, et plus que jamais actuellement. Ce qui caractérise aussi ce conflit de 2021, c'est le fait qu'il y ait eu quand même des heurts parfois extrêmement violents entre ces deux parties prenantes de l'État d'Israël. Je crois que cela fait partie des... Comment vous l'expliquez? Je crois que cela fait partie des paradigmes qui ont volé en éclats avec ce qui s'est passé dans ces derniers jours. Je le dis avec beaucoup de tristesse, je le dis avec beaucoup de regrets. Le Hamas arrive aujourd'hui à tenir la rue palestinienne, ce qui est un constat terrible, parce qu'ils sont aujourd'hui à Gaza. Ils auraient peut-être pu prendre le pouvoir en Cisjordanie si les élections ont eu lieu, puisque tous savent aujourd'hui que ce qui s'est passé, l'origine exacte de ce qui s'est passé, ce qui a vraiment déclenché le conflit, ce n'est pas les problèmes juridiques, les contentieux juridiques autour de si Jérusalem-Est. Jérusalem-Est,
Ce n'est pas l'installation de portiques de sécurité à la porte de Damas qui ont été retirés d'ailleurs le lendemain du jour où ils avaient provoqué des tensions. Ce n'est pas ce qui s'est passé pendant les premiers jours du Ramadan, parce que à ce moment-là, il y avait une maîtrise totale de la situation à Jérusalem. C'est bel et bien une exploitation cynique du fait que fin avril, le président de l'autorité palestinienne a annoncé une fois de plus l'annulation des élections. L'annulation des élections qui aurait dû avoir lieu d'ailleurs, je crois, aujourd'hui ou demain, et qui, pour le Hamas, s'est vu confisquer la victoire qu'il aurait dû avoir dans les urnes, et donc il a voulu l'imposer par la rue avec la violence que l'on sait et ce qui s'est passé. Donc incontestablement, le Hamas aujourd'hui a le pouvoir et je le regrette énormément, d'imposer à la rue palestinienne son agenda politique. Mais est-ce que ce qui s'est passé à l'intérieur d'Israël est aussi lié à ça. Vous incluez les Arabes, qui sont aussi des Palestiniens d'ailleurs, d'Israël, à la rue palestinienne, vous les assimilez à cette rue palestinienne? Mais je constate qu'il y a, lorsqu'on utilise le démon du conflit intercommunautaire, il y a eu une influence aussi. Ceci dit, je voudrais qu'on étudie, qu'on analyse un peu mieux ce qui s'est passé à l'intérieur de ces villes mixtes. D'abord, ça ne s'est pas passé partout. Vous savez, au moment de la création de l'État d'Israël, il y a 73 ans, presque jour pour jour, c'était le 14 mai 1948, Ben Gurion était affolé par ce qui nous attendait. Tous les responsables politiques à l'époque ne savaient pas comment nous allions pouvoir relever le défi de créer un État dans les conditions que vous savez, je ne vais pas rappeler ce qui s'est passé en 1948, la guerre d'indépendance, etc., avec, à l'intérieur de nos frontières, une partie de ceux qui nous combattaient. Appelez ça comme vous voulez, une cinquième colonne, des ennemis de l'intérieur, etc. Et nous savions que, nous souhaitions créer une démocratie, un État de droit, donc avec l'égalité des droits, l'égalité des chances, toutes ces valeurs que nous partageons, et nous voulions en même temps essayer d'assurer notre sécurité. C'était un défi enivrant. Et je crois pouvoir le dire sans embâche. 73 ans après, nous avons relevé ce défi. 73 ans après, et sans aucun doute, nous avons fait d'Israël une véritable démocratie, avec la participation de tous nos citoyens, avec évidemment beaucoup de spécificités que d'ailleurs de l'extérieur beaucoup ne comprennent pas. Par exemple, lorsqu'on explique qu'en Israël, nous avons maintenu le statut personnel par rapport aux droits religieux de chaque communauté, alors on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on a besoin d'inscrire sur la carte d'identité la religion de chacun. Ce n'est pas pour exclure, mais c'est pour intégrer. Ce n'est pas pour rejeter, c'est pour rassembler. C'est exactement l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer ici en Europe. Donc ce défi a été relevé et il a tenu bon pendant toutes ces années. Beaucoup grâce à Menahem Begin, il faut le dire. Je crois que c'est vraiment tous les dirigeants israéliens qui ont chacun apporté leur pierre à l'édifice. Leur pierre à l'édifice, exactement. Ça n'a pas été simple. Il y a eu beaucoup de craintes. Il faut le reconnaître, jusqu'à la fin des années 50, au début des années 60, les Arabes israéliens étaient dans une situation particulière. Il y avait des couvre-feux dans les villes arabes de Galilée, par exemple, parce qu'il y avait cette crainte. Ça a pris du temps. Ça a été très long. Mais nous avons réussi, nous avons relevé ce défi. Et aujourd'hui, 2 200 000 Arabes israéliens, Palestiniens d'origine, qui vivent à l'intérieur des frontières d'Israël et qui sont des citoyens à part entière. Et je défie quiconque de prouver qu'ils puissent être des citoyens de seconde zone. Ce défi a été relevé. Est-ce qu'il est menacé aujourd'hui? Alors, ce qui s'est passé pendant ces derniers jours, c'est d'abord dans des endroits où il y avait énormément d'autres problèmes, à part le fait qu'ils étaient mixtes. Oui. Ce n'est pas un hasard que la ville de Lod, par exemple, dont on a beaucoup parlé, oui, ou la ville de Saint-Jean-d'Acre, parce que ce sont des villes d'abord où il y a là-bas énormément de disparités sociales, énormément de détresse sociale, il y a énormément de problèmes économiques dans un premier temps. Il y a également une situation clanique dans ces villes qui fait que peut-être nous n'en avions pas suffisamment pris en compte. Il n'était pas normal en tant que citoyen, je le dis, il n'était pas normal que chaque mois, à Lod, une voiture explose,
un chef de clan se fait assassiner, etc., etc. Il y avait une situation d'insécurité pénale, de grand banditisme, de voie publique, de grand banditisme, qui correspond à des luttes claniques qui existaient aussi bien d'ailleurs du côté juif que du côté arabe. Ça veut dire qu'on a laissé se développer sur place une insécurité, un peu ce que vous appelez ici des zones de non-droit, oui. un peu comme certaines de vos banlieues. Malheureusement, nous l'avons laissé aux portes de Tel Aviv, et ce qui explique pourquoi à Yafo, à Lod, à Akko, il y a eu, mais il n'y a pas eu ça dans d'autres endroits. C'est-à-dire que les appels à ce démon intercommunautaire de haine communautaire que le Hamas a lancé n'a pas pris. Donc ça ne vous inquiète pas plus que ça. Dans la grande ville judéo-arabe qui est Haïfa, qui est une ville qui est non seulement la preuve de la coexistence, mais qui est aussi la preuve que nous pouvons trouver des solutions avec les Palestiniens. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Alors, je parle évidemment pas de toutes les autres laboratoires de coexistence que sont les hôpitaux, les universités, notre Cour suprême, etc. La solution, on va en parler. Pardon, Francis. Juste un mot, monsieur l'ambassadeur. Si, et c'est votre analyse, je crois que l'analyse est bonne parce que c'était aussi l'analyse de l'autorité palestinienne, sinon elle n'aurait pas annulé ces élections. Si la rue palestinienne est Hamas, comment on peut envisager ces solutions justement avec les Palestiniens, puisqu'on est face à un mouvement dont la seule vocation, c'est de vouloir faire disparaître l'État d'Israël. Alors autant, oui, la question, parce que je voulais parler aussi quand même des responsabilités éventuelles et de l'attitude du gouvernement israélien, mais la question de Francis, effectivement, c'est l'interlocuteur aujourd'hui, puisqu'on voit bien que Mahmoud Abbas, même si pas mal de diplomates européens, américains, M. Anthony Blinken aujourd'hui, vont le saluer. On voit bien il a le pouvoir d'annuler les élections, mais est-ce qu'il a le pouvoir il n'a pas le pouvoir de les gagner en tout cas. Voilà, et il n'a pas le pouvoir non plus de trouver une solution. Est-ce que l'interlocuteur aujourd'hui du gouvernement israélien, c'est un mouvement qualifié de terroriste qui s'appelle le Hamas, qui est soutenu par des organisations ou par des États voyous, on peut les appeler comme ça? Comment peut-on imaginer que le gouvernement d'Israël, quel qu'il soit d'ailleurs, puisse avoir un interlocuteur dans ces conditions? Alors je sais que c'est vous qui posez la question, mais j'ai envie de vous poser une question, si vous le permettez. Je vous en prie. En 1993, le 13 septembre, au moment de la poignée de main historique entre Arafat, Rabin et Peres, si on vous avait posé la question à ce moment-là, de ces deux hommes ou ces trois hommes, un d'eux va être assassiné par l'un des siens. Essayez très franchement de me répondre, qu'auriez-vous répondu? Je sais que je vous demande de vous replacer dans 25 ans en arrière, 27 ans en arrière, mais qu'auriez-vous répondu? Que pensez-vous que vous auriez répondu? C'était peut-être pas celui-là que j'imaginais. Voilà. Mais j'aurais répondu autre chose, avec le recul d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Yasser Arafat était certes un chef de guerre qu'on peut qualifier de terroriste, mais nationaliste, alors que là, s'ajoute à cela une espèce de fanatisme religieux qui fait des ravages dans le monde entier, beaucoup chez vous, oui, en Israël, mais qui fait des ravages, y compris en Europe. Alors pourquoi est-ce que vous auriez sans doute répondu à Arafat? Parce que vous seriez basé sur le précédent de ce qui s'était passé avec Sadat. Ça veut dire que vous auriez sans doute pensé que, à la différence de la société israélienne, la société palestinienne était peut-être moins mûre à ce processus, et que peut-être des extrémistes chez eux auraient eu le haut du pavé, auraient réussi à tenir le haut du pavé pour assassiner. Et pourtant, c'est Rabin qui a été assassiné par un extrémiste israélien. Alors, vous allez sans doute vous poser la question, pour quel rapport avec la question que vous m'avez posée? Parce que je crois que nous sommes au cœur de la réponse à la question que vous avez posée tous les deux d'ailleurs. Le peuple palestinien n'a jamais réussi à se doter de dirigeants qui veulent vraiment la paix avec nous. La question qui se pose entre les Palestiniens et nous, ce n'est pas la question qu'il y avait entre l'Égypte et Israël, ou entre la Jordanie et Israël, ou d'autres pays voisins. Entre le peuple et les Palestiniens et nous, il y a un conflit de reconnaissance mutuelle. C'est-à-dire que les Palestiniens refusent de reconnaître la légitimité de l'État d'Israël sur quelques parcelles que ce soit, parce que je rappelle régulièrement
que la guerre avec les Palestiniens n'a pas commencé en 1967. Aujourd'hui, j'entends, y compris des responsables politiques français de premier plan, parler de la colonisation comme si c'était la mère de tous les maux, la matrice de tous les maux. Mais la guerre avec les Palestiniens a commencé avant 67, avant la colonisation. Lorsqu'il m'arrive de m'adresser à des jeunes publics, je bénis le ciel qu'il y ait aujourd'hui des smartphones et qu'ils peuvent aller chercher sur Google tout seuls parce qu'ils sont éberlués, hallucinés lorsque je leur dis qu'avant 1967, ces territoires étaient sous autorité arabe, étaient sous souveraineté arabe. Personne aujourd'hui de normalement constitué peut l'imaginer puisqu'on essaye inlassablement de nous dire que la colonisation est la cause de tous les maux. Or, on dit qu'avant 1967, non seulement il n'y avait pas de colonisation, mais il n'y avait pas d'Israéliens, puisque ces territoires étaient sous autorité et sous souveraineté arabe, jordanienne pour la Cisjordanie, y compris Jérusalem, et égyptienne pour la bande de Gaza. Et pourtant, il y avait la guerre avec les Palestiniens. Et pourtant, il y avait le conflit. Parce que le cœur du conflit, aussi important que soit la dimension territoriale, elle est secondaire. Le cœur du conflit, c'est la reconnaissance de la légitimité des uns par les autres. Et tant que la légitimité d'Israël, dans quelques frontières que ce soit, ne sera pas acquise du côté palestinien, nous n'arriverons pas à avancer. Alors, quel rapport y a-t-il avec le fait qu'Arafat n'a pas été assassiné? C'est parce que Arafat, en 1993, a serré la main de Rabin, mais il a utilisé le double langage. Ça veut dire que quand il parlait dans les chancelleries occidentales, quand il venait voir le docteur Chirac, puisque M. Chirac a raconté dans ses mémoires que c'est comme ça que Arafat l'appelait quand il venait le voir, lorsqu'il venait à Paris, lorsqu'il allait à Washington, lorsqu'il allait dans toutes les chancelleries occidentales, il parlait en anglais parfait, dans lequel il n'y avait que des mots de paix. Mais lorsqu'il parlait en arabe, lorsqu'il revenait à Gaza, lorsqu'il revenait en Cisjordanie, lorsqu'il allait dans les capitales arabes, il tenait un langage de guerre. Rabin, c'est exactement le contraire. Il a mis du temps. Ce n'était pas un farouche partisan de la réconciliation, ce n'était pas un farouche partisan de ce procès. Mais quand il y a adhéré, il n'a plus tergiversé, il n'a pas changé. Il parlait le même langage, évidemment dans toutes les langues, mais il parlait le même langage lorsqu'il s'adressait au Congrès à Washington, avec beaucoup de, vous vous souvenez de ce discours magnifique qu'il avait fait avec le roi Hussein, où il racontait son passé de soldat, les batailles qu'il avait menées et le temps qui était arrivé pour faire la paix. Il tenait exactement le même langage à Jérusalem, en Cisjordanie, en Judée, en Samarie, à Gaza, partout. Et on ne le lui a pas pardonné, et c'est pour ça qu'un extrémiste chez nous l'a assassiné, parce qu'on ne lui a pas pardonné. Premier élément. Deuxième élément, c'est que oui, il y a eu un extrémiste juif qui s'est levé, israélien, pour assassiner notre Premier ministre. Mais chez nous, les extrémistes, ils sont, selon l'étymologie du terme, ce sont des extrémistes. Ils sont aux marges de notre société. On me dit souvent, vous avez aussi des extrémistes comme il y a du côté palestinien. Oui, il y a des extrémistes en Israël comme il y a des extrémistes du côté palestinien. Mais chez nous, ils sont aux marges de notre société. Ils ne sont pas le mainstream. Par contre, du côté palestinien, c'est le mainstream, c'est la force principale. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, on parle du Hamas qui nie la négation d'Israël. Monsieur le Président, vous avez parlé du Hamas et de la négation d'Israël. Mais l'autorité palestinienne, elle ne fait pas grand-chose de différent. Ouais. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, encore à l'heure où je vous parle, lorsqu'un terroriste fait sauter en Israël, il a le droit à une pension payée par les deniers de l'autorité palestinienne. Il a le droit au nom d'une rue, une des rues de Cisjordanie, une des rues des villes de Cisjordanie qui sont, on lui donne le nom d'une rue, on frappe une pièce de monnaie ou un timbre à son effigie, etc., etc. Je ne parle pas de ce qui se passe dans les... Pour être plus précis, il s'agit des deniers de l'aide internationale, et en particulier de l'Europe. Sans aucun doute. 400 millions d'euros par an. Alors ce n'est pas un détail, c'est le cœur de ce à quoi nous sommes confrontés. Tant qu'il y aura ce culte du martyr, ce culte du djihad, ce culte de la mort, ce culte de la violence du côté palestinien, nous ne pourrons pas avancer. Et je regrette énormément. Donc là, on est face à un mur. On est face à un mur parce que nous ne pouvons pas avancer. Nous sommes au cœur de ce débat. Tant qu'il n'y aura pas la reconnaissance de la légitimité d'Israël, quelles que soient les questions de frontières, on nous dit il faut vous asseoir à la table de négociation. Évidemment que nous sommes prêts à nous asseoir. La question n'est pas de décider les frontières. Mais avec qui? Mais de décider les frontières sur quoi? Puisque du côté palestinien, on n'accepte toujours pas l'idée d'un État juif au Proche-Orient. D'accord. Alors, une question quand même sur le gouvernement d'Israël, parce que l'heure tourne et j'ai encore pas mal de questions à vous poser.
il y a aussi des observations qui ont été portées contre, je dis contre, à dessein, le gouvernement d'Israël en disant que finalement le gouvernement intérimaire de M. Benjamin Netanyahou avait quelque peu instrumentalisé cette tension pour justement, comme c'est fait d'ailleurs dans le monde entier, pour ressouder la nation et pour s'acheter, je dirais, à bon compte une pérennité politique. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Cette question me m'horrifie parce que Elle existe, hein? elle existe évidemment parce que tout peut être dit, mais comment peut-on imaginer? D'abord parlons des faits. C'est le Hamas qui a lancé ces missiles sur Israël. Ce n'est pas M. Netanyahou qui a été voir le Hamas. Ça, il y a beaucoup de choses auxquelles on peut imaginer. On prête à M. Netanyahou les pires dessins machiavéliques, mais enfin, d'aller s'associer au Hamas pour le convaincre de lancer des missiles sur Israël, sur les villes israéliennes, pour tuer des citoyens israéliens, pour qu'ils puissent, franchement, voilà, je crois que le silence est la meilleure des réponses, mais surtout, je vous invite à un autre constat. Vous avez vous-même rappelé les autres flambées de violence que nous avons eues en 2008. 2014. Ce n'était pas M. Netanyahou qui était au pouvoir. Vous savez, depuis que nous sommes, je ne vais pas remonter à la création d'Israël, mais ne serait-ce que depuis les accords d'Oslo, comptez le nombre de premiers ministres israéliens et le nombre de majorités différentes qu'il y a eu en Israël, parce que nous sommes une démocratie et il y a l'alternance chez nous, le nombre de premiers ministres qui se sont succédés et qui ont dû affronter exactement les mêmes situations. Donc la question que vous posez, est-ce que c'est le côté israélien qui pose problème ou est-ce que c'est en face? Nous avons eu M. Barak, nous avons eu M. Netanyahou, nous avons eu M. Peres, je ne le dis pas dans l'ordre, nous avons eu M. Olmert, nous avons eu M. Sharon, nous avons M. Et pourtant, nous sommes exactement au même point. Vous savez, le problème, nous avons quitté Gaza en 2005, nous avons quitté le Sud-Liban en 2000, donc 5 ans avant. Donc à chaque fois que nous quittons un territoire, à chaque fois que nous posons un geste de réconciliation et de paix, on nous a reproché d'avoir occupé le Liban pendant 22 ans. On a quitté le Liban, 28 ans pardon, on a quitté le Liban, et qu'est-ce qu'on a à la place? On a le Hezbollah. Nous avons quitté la bande de Gaza, nous avons le Hamas. Alors oui, incontestablement, ceux qui nous disent est-ce que la solution à deux États est toujours d'actualité, ben, j'ai tendance à dire de moins en moins. Parce que si la réponse, lorsque nous posons des gestes de paix, c'est la perversion de ces gestes et l'installation d'entités terroristes à nos frontières, eh bien nous serons enclins à prendre les décisions qu'il faut pour empêcher que la Cisjordanie ne le devienne également. Alors, je voudrais qu'on aborde quelques problèmes liés à ce conflit, quelques questions de politique étrangère qui sont directement liées à ce conflit. La première question, c'est, et c'est peut-être un rêve parce que on a du mal à l'imaginer, mais si un jour le régime des mollahs de Téhéran tombait, est-ce que, qui veut la mort d'Israël, et d'autres États parfois arabo-musulmans, est-ce que ça changerait considérablement la donne pour Israël? Incontestablement, l'activité de déstabilisation régionale dans laquelle l'Iran est lancé depuis 1979 et nous touche de plein fouet avec l'installation au nord, au sud Liban du Hezbollah, son armement, les équipements, le matériel qui lui est fourni, puisque la question des missiles que nous avons évoquée à propos du Hamas est exactement la même pour le Hezbollah. Exactement la même. Aujourd'hui, grosso modo, pratiquement tout le territoire israélien est sous la double menace qui a eu lieu en 2006 avec le Hezbollah. Avec ce qu'on a appelé la deuxième guerre de Liban, et qui depuis 2006, je peux vous assurer qu'ils se sont largement améliorés. C'est la raison pour laquelle nous avons cette nécessité d'intervenir régulièrement pour empêcher l'approvisionnement en provenance de Syrie, et au sud maintenant avec la bande de Gaza. Donc oui, incontestablement, l'Iran reste la source principale de ces tentatives de déstabilisation. Le deuxième élément, c'est de se dire que on appelle à la trêve, au cessez-le-feu. Depuis le premier jour, on parle de cessez-le-feu. Bien sûr que le cessez-le-feu est un objectif important parce que nous étions nous aussi sous le feu, parce que les populations civiles des deux côtés sont les otages du Hamas et de ses activités criminelles. Mais incontestablement, nous devons aussi réfléchir bien au-delà. Il faut trouver une solution pour le démantèlement du Hamas. Il faut trouver une solution pour le désarmement de ces
il faut trouver une solution pour le désarmement de cette organisation. D'accord. Il ne s'agit pas simplement de constater un cessez-le-feu et d'appeler à des négociations. D'ailleurs, à ce propos, désarmement, est-ce qu'on peut imaginer que vous réinvestissiez Gaza? J'espère que non, j'espère que nous n'y arriverons pas, mais il faut trouver pour toutes ces chancelleries qui appellent aujourd'hui à une solution politique, il n'y aura pas de solution politique s'il n'y a pas une solution d'abord militaire, de désarmement de cette entité terroriste. À ce propos, je voudrais que vous nous éclairiez notre lanterne. Il y a une dizaine de jours, un soir, vers minuit, on nous annonce que la troupe israélienne entre dans Gaza et on apprend le lendemain matin en se réveillant que, en fait, fausse alerte, les troupes israéliennes sont restées du côté de Sderot et enfin tout autour, mais elles n'ont pas bougé. Est-ce que c'était une tactique, justement, et c'est ce qui a été dit, une tactique du gouvernement israélien, eh bien, pour que les chefs de Hamas se regroupent à un endroit et se dire, on va peut-être arriver à les éliminer à cet endroit-là, au moins à les pilonner, ou est-ce que ça a été un changement de tactique en quelque... Nous avons, vous imaginez bien que je n'ai pas la réponse à cette question, est-ce que c'était une tactique ou pas? Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons éliminé à peu près une centaine de kilomètres de l'infrastructure des souterrains et nous avons également éliminé entre 150 et 160 cadres militaires et opérationnels du Hamas. Donc c'était sans doute aussi l'occasion. D'accord. J'ai encore 3 questions, si vous me permettez, Francis. La première question, c'est des accords ont été passés avec plusieurs pays arabes ces derniers mois par Israël, qualifiés, baptisés d'accord d'Abraham. Est-ce que ce conflit est propre à remettre en question la solidité de ces accords, qui sont très engagés vis-à-vis de certains pays? Je pense notamment au Maroc, je pense aux Émirats arabes unis. Est-ce que c'est de nature à remettre en question ces accords, sachant que ces pays où leurs dirigeants ont été d'une très grande discrétion, c'est le moins qu'on puisse dire, pendant ces 11 jours de tension? Vous savez, ces accords étaient des accords de normalisation. Et, comme leur nom l'indique, ils venaient normaliser, répondre à une situation qui ne l'était pas, qui était l'absence de relations avec Israël, qui ne repose sur aucun... Nous n'avons aucun contentieux. Nous n'avons aucun contentieux avec le Maroc, nous n'avons aucun contentieux avec ces pays du Golfe qui ont renoué avec nous. Et ce n'est pas ce qui s'est passé à Gaza qui constitue maintenant un contentieux, loin de là, pour certains d'entre eux, loin de là. Donc ces accords, s'ils ne reposaient pas sur la solution de leur contentieux, ils reposaient sur la convergence d'intérêts, souvent d'intérêts très forts. Vous savez, je prends l'exemple des Émirats arabes unis. Depuis la signature des accords, nous avons fait un bond en avant énorme dans les échanges avec ce pays, aussi bien dans le domaine évidemment du tourisme, bien que la situation sanitaire ait un peu freiné les choses, perturbé tout cela, mais également dans d'autres domaines. Vous savez que les Émirats arabes unis sont un des pays du Golfe qui se sont le plus lancés dans ce qu'on appelle la diversification économique, notamment pour quitter les ressources énergétiques qui représentaient l'essentiel de leurs revenus. Ils se lancent notamment dans une entreprise absolument phénoménale en matière d'énergie solaire. C'est d'ailleurs, j'ai beaucoup de plaisir à le dire, c'est d'ailleurs une entreprise française, ou plus exactement la succursale d'une entreprise française qui est Énergie Renouvelable Israël, donc la succursale israélienne qui a signé cet accord avec le géant du solaire aux Émirats arabes unis pour transformer ce pays en un véritable géant, tycoon de l'énergie renouvelable. Donc c'est cette convergence d'intérêts qui fait que la tension de ces derniers jours n'a absolument pas influencé sur la... Avec le Maroc, il y a des projets très importants, notamment dans le domaine de l'agriculture. Le ministre de l'Agriculture du Maroc, lorsque nous sommes en train de négocier un accord dans le domaine du développement agricole, il a eu cette formule très belle que grâce à Israël, peut-être le Maroc pourrait devenir le grenier du Maghreb. Donc je crois que ce sont des intérêts suffisamment forts, suffisamment puissants pour permettre de résister à ces vicissitudes. Alors, 2 autres questions. La première, l'administration américaine a changé avec l'apparition et l'élection d'un nouveau président, Joe Biden.
On disait Donald Trump très très proche de Benjamin Netanyahou. Il y a eu d'ailleurs on parlait des accords d'Abraham, il n'est pas complètement étranger à tout cela. Joe Biden, en revanche, paraît beaucoup plus entretenir une plus grande distance avec le gouvernement israélien. Est-ce que vous pensez que on a dit aussi que c'était pas du tout une de ses priorités, le règlement de ce conflit. Est-ce que, à votre avis, il va revenir, que les Américains vont revenir et vont se réengager de façon pleine dans le règlement de ce conflit? Je crois que M. Trump était aussi engagé. Oui. Le plan dit Trump évoquait également la reprise des négociations avec les Palestiniens. Donc il n'y a pas eu de désengagement. Il y avait, vous l'avez dit vous-même, c'est l'implication du président Trump qui avait permis la signature des accords d'Abraham. Donc incontestablement, l'engagement américain pour la sécurité d'Israël n'a pas changé. Rien n'a changé. J'ai écouté tout à l'heure. Vous êtes confiant? Je suis non seulement confiant, j'en suis convaincu. J'ai entendu encore tout à l'heure le secrétaire d'État à son arrivée en Israël, Anthony Blinken, qui a rappelé tout ce que nous savons et je peux vous assurer qu'il n'y a pas la virgule près, la moindre différence de ce qui était dit auparavant par ses prédécesseurs de l'administration Trump. Rien n'a changé fondamentalement. Alors, une question qui concerne la France directement. Au grand jury RTL, Le Figaro, LCI, récemment, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui est réputé pour avoir une diplomatie, je dirais, modérée, engagée, mais modérée, au détour d'une phrase, en parlant du conflit israélo-palestinien et en parlant notamment des villes mixtes dont quelques-unes se sont effectivement soulevées, eh bien, n'a pas parlé d'apartheid. Il a dit il y aurait un risque d'apartheid. Alors, sur le risque, vous l'avez évoqué. Ce que je voudrais avoir comme réaction de votre part, c'est sur l'utilisation de ce mot par un ministre qui n'est pas réputé pour être un ministre gaffeur, si je puis dire. Comme vous l'avez dit, d'abord, le terme a été utilisé avec beaucoup de précautions et toutes les réserves que certains modes grammaticaux de la langue française permettent d'exprimer quand on veut prendre le maximum de précautions, et je constate que le ministre les a prises. Je regrette que le terme ait été utilisé parce qu'il est totalement inapproprié à la situation en Israël, que ce soit évidemment sur le volet palestinien ou que ce soit sur ce qui se passe à l'intérieur d'Israël et des villes mixtes. C'est un terme qui n'a strictement rien à voir avec la réalité israélienne. Est-ce que ça peut changer? D'autant plus qu'il s'inscrit dans la rhétorique de tous ceux qui s'inscrivent dans cette délégitimation d'Israël, et notamment le mouvement BDS, etc. J'ai constaté qu'il y avait eu ici en France la décision du ministre de l'Intérieur d'interdire des manifestations pro-palestiniennes, essentiellement parce qu'il y avait la prise en compte du risque de ce qui s'est passé dans le passé, d'explosions, notamment notamment 2014, de manifestations de haine et d'antisémitisme. Parce que malheureusement, il y a de manière quasiment systématique ces expressions d'antisémitisme et de haine dès qu'il s'agit du conflit israélo-palestinien. Ces expressions de haine ne viennent pas du ciel, elles ne tombent pas du ciel. Elles sont liées à une entreprise qui est la criminalisation d'Israël. Parce qu'à force de démoniser, à force de criminaliser systématiquement Israël, à force de projeter sur le conflit du israélo-palestinien des schémas qui n'ont strictement rien à voir, le schéma de la colonisation, le schéma de la Seconde Guerre mondiale, combien de fois n'a-t-on pas entendu Gaza est un camp de concentration, etc. Le schéma de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, etc., etc. Donc, à force de vouloir projeter sur le conflit des projections d'autres conflits, d'autres situations qui n'ont strictement rien à voir, eh bien, on ouvre la voie à tous les excès. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est vraiment regrettable qu'on utilise des expressions et qu'on fasse référence à des exactions qui n'ont strictement rien à voir avec le gouvernement israélien a été très choqué. Vous savez, nous avons transmis une invitation au ministre Le Drian de venir se rendre en Israël, et je suis confiant dans mes autorités pour le lui exprimer. D'accord.
pour ajouter à ce que vous venez de dire, il y a aussi entre une partie de la gauche française, pas toute, mais une partie de la gauche française et le reste du paysage politique, un vieux clivage entre les riches et les pauvres. Et je dirais que les Palestiniens, pour cette partie de la gauche, bah, c'est une espèce de lumpenprolétariat, alors que les Israéliens, évidemment, sont riches et il y a une espèce de discours de classe qu'on peut entendre à chaque fois qu'il y a des conflits de ce type, mais qui est très prononcé pour le conflit israélo-palestinien. Bien, écoutez, merci cher Yves pour cette série de questions. On va revenir maintenant aux questions de nos amis qui sont derrière leurs écrans. Et il y en a beaucoup, je dois vous dire, ils sont très nombreux derrière leurs écrans, il y a de nombreuses questions. Alors je sais pas, je pense qu'une bonne partie des réponses ont déjà été apportées à la suite des questions que vous avez vous-même posées. Néanmoins, j'ai une question qui m'arrive là et qui me dit, Israël a-t-il exigé comme condition à un cessez-le-feu le contrôle systématique de bout en bout de l'utilisation des aides fournies à Gaza par le monde, des aides qui vont arriver maintenant à Gaza? Incontestablement, le débat aujourd'hui sur ce qu'on appelle la reconstruction de Gaza et sur le retour de ces aides qui vont venir. Je rappelle d'ailleurs que pendant les 10 jours ou les 11 jours des combats, les convois humanitaires continuaient de passer. Et si ils ont été interrompus, c'est parce que très souvent, le Hamas a tiré dessus. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté très forte du Hamas d'essayer également de toucher à cette aide humanitaire pour essayer justement d'accentuer la pression sur Israël et la condamnation d'Israël. Donc incontestablement aujourd'hui, au lendemain du cessez-le-feu, au-delà de ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur la nécessité de prendre en compte, d'affronter cette question du désarmement du Hamas, il lui faudra trouver les meilleures modalités pour la continuité de cette aide qui rentre à Gaza et pour éviter qu'elle puisse continuer à renforcer le Hamas, puisque nous savons incontestablement que c'est grâce à cette aide, on a évoqué tout à l'heure la question du Qatar et de l'aide du Qatar en particulier, a permis au Hamas de s'armer et de se renforcer. Alors toujours dans le cadre de ce cessez-le-feu, une autre question qui est une question douloureuse en réalité, et je vous la livre telle qu'elle a été posée. Pourquoi Israël n'a-t-il pas exigé comme condition à un cessez-le-feu le retour des corps des 2 soldats tués en 2014 ainsi que la libération des 2 otages civils? C'est une question qui est tout à fait légitime. Je n'ai pas la réponse exacte à la question. Vous savez, lorsqu'on négocie un cessez-le-feu, il y a énormément de paramètres qui sont pris en compte. La guerre a provoqué des dégâts chez nous, en Israël. Alors nous ne sommes pas comme du côté palestinien, nous ne glorifions pas, nous ne sanctuarisons pas les dégâts, mais il y a eu énormément de dégâts du côté israélien, il y a eu des victimes civiles, il y a eu des centaines de blessés, il y a eu des destructions. J'ai lu aujourd'hui l'analyse du coût économique de la guerre, ce sont des centaines de millions de dollars par jour qui ont été perdus pour les entreprises israéliennes. Donc tout cela est pris en compte. Et vous savez, lorsqu'on négocie un cessez-le-feu, d'abord, c'est pas vraiment une négociation, c'est plutôt une médiation qui est intervenue. Nous ne négocions pas avec un État, nous négocions avec une entité terroriste, ou plus exactement, cette médiation a été effectuée avec une entité terroriste. Donc les règles ne sont pas les mêmes. Évidemment, lorsqu'il y a un conflit, lorsque nous avions, au lendemain de la guerre de Kippour, lorsque nous avons négocié le cessez-le-feu avec l'Égypte et avec la Syrie, évidemment, le retour des prisonniers était une condition sine qua non de part et d'autre. Et c'est ce qui s'est passé, parce que nous négocions sous l'égide internationale avec des valeurs reconnues et connues par la communauté internationale et par ses États. Mais là, nous sommes sur un tout autre théâtre. Alors, il est une question qui revient à plusieurs reprises et j'ai envie de dire qui hante une bonne partie des Français juifs et des Français tout court, c'est le parti pris de la presse. Comment peut-on expliquer, c'est la question qui m'est posée, qui vous est posée, comment peut-on expliquer le parti pris, voire la mauvaise foi
des médias français à l'égard d'Israël. Alors, bien évidemment, quand je dis la presse, il ne s'agit pas d'essentialiser, parce que c'est pas devant le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, dont nous connaissons les analyses et je dirais la réalité des analyses par rapport à la situation qui est envisagée dans toutes ses dimensions. Donc il s'agit bien évidemment d'une partie presse, mais je fais peut-être référence et je peux peut-être compléter autant on peut comprendre que des journaux, des chaînes de télévision qui sont des chaînes privées ou des journaux dont les capitaux sont privés puissent avoir un engagement dans un conflit ou un engagement idéologique de la rédaction, autant qu'on comprend beaucoup moins le manque d'impartialité de ce que l'on peut appeler le service public, tant au niveau radiophonique qu'au niveau télévisuel. Comment on peut l'expliquer? D'abord, ce n'est pas propre à la presse française. Cette situation qui est décrite par les auditeurs n'est pas spécifique à la France, elle est malheureusement le cas de l'ensemble de la presse occidentale, avec des nuances évidemment. Alors il y a énormément de raisons à cela, on peut expliquer par la modification fondamentale de l'image d'Israël qui est intervenue après la guerre de 67. Vous évoquiez tout à l'heure, Monsieur Trard, avec beaucoup de justesse, cette notion qu'une grande partie de la gauche occidentale et européenne a eu vis-à-vis d'Israël entre l'inversion de ce qui était le fort et le faible, de ce qui pouvait sembler être le fort et le faible. Vous savez, les images ne nous servent jamais, parce que les images de destruction d'un immeuble resteront toujours catastrophiques et susciteront l'émotion. Les images d'enfants qui jettent des pierres face à un char, ce sont des images très simples, voire peut-être simplistes, mais qui resteront toujours source d'émotion, beaucoup plus que le message israélien qui est beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut expliquer que si tel immeuble est détruit, c'est parce qu'il est utilisé par le Hamas comme bouclier humain, il est installé à l'intérieur des villes, il y avait des unités opérationnelles terroristes à l'intérieur de cet immeuble, etc., etc. Donc la complexité du message face à la simplicité, au simplisme de ce qui se passe de l'autre côté, nous dessert évidemment. Puis je rappelle ce que nous avons rapidement et brièvement évoqué tout à l'heure, cette obsession à vouloir superposer, à vouloir projeter sur le conflit israélo-palestinien tous ces schémas que nous avons évoqués tout à l'heure, notamment la colonisation, etc., qui fait que il y a quelque part, mais peut-être qu'un psychanalyste ou un psychologue pourrait expliquer ça beaucoup mieux que moi, il y a peut-être ici beaucoup d'inconscient, beaucoup de subconscient qui s'exprime par rapport au fait que je ne m'explique pas pourquoi on veut systématiquement utiliser le mot colonisation, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on veut utiliser le mot colonie? Je n'arrive pas à me l'expliquer. Comment peut-on expliquer que un juif est un colon à Jérusalem? C'est une aberration. On parle de territoire de quelques kilomètres. On parle la Judée et la Samarie se trouvent à quelques. Il est plus. J'ai rencontré le président de la commission des affaires étrangères du Sénat il y a quelques jours et je lui ai expliqué. Il est élu de Saint-Maurice aux portes de Paris. Je lui ai expliqué que du Sénat à sa ville de Saint-Maurice, c'est plus long que de Jérusalem à Ramallah. C'est la réalité. Donc comment peut-on parler de colonisation alors qu'on sait très bien ce qu'a été la colonisation européenne au 19e siècle, au siècle précédent? Donc pourquoi toujours vouloir projeter ce débat, ce schéma? Eh bien peut-être parce que quelque part, je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi le double schéma de la colonisation et de celui de la Seconde Guerre mondiale, hein, des Israéliens qui deviennent des nazis et je me dis que peut-être au XXe siècle, il y a eu deux péchés originels qui ont été commis ici sur ce continent. Le premier, c'est la colonisation et le second, c'est la Shoah. Et donc, en voulant avec cette obsession projetée sur le schéma du conflit israélo-palestinien, ce double schéma de la colonisation et de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale, c'est peut-être un processus très, très, très complexe de déculpabilisation qui fait que si les victimes d'hier sont les bourreaux d'aujourd'hui, donc peut-être que nous n'étions pas si bourreaux que cela, et peut-être que eux n'étaient pas si victimes que cela. Donc peut-être que dans l'Europe de ce début du nouveau siècle, eh bien, il y a
cette entreprise de déculpabilisation dont nous sommes aujourd'hui la victime. C'est une espèce de complexe européen. Vous savez, le président Pérez avait l'habitude de dire, lorsqu'on parlait d'antisémitisme, il disait c'est une maladie de Goy. Donc voilà, c'est une maladie d'Européen peut-être. Ceci, je constate par exemple quand je parle avec des collègues occidentaux, notamment des collègues qui servent dans d'autres grands pays occidentaux, aux États-Unis, au Canada, en Australie, même en Amérique du Sud, il n'y a pas cette obsession dans l'utilisation du mot colonie. On utilise, on condamne, on s'y oppose, mais il n'y a pas l'utilisation du terme. Vous remarquerez que dans la presse anglo-américaine, anglo-saxonne aux États-Unis, on n'utilise pas le terme colonie qui existe en anglais, on utilise le terme de settlement, qui veut dire une implantation. Tout à fait. Alors, une question qui revient un petit peu sur les violences auxquelles on a assisté à l'intérieur même d'Israël. On vous demande, est-ce que les Arabes chrétiens se sont également soulevés? Ou est-ce qu'il s'agit surtout d'Arabes musulmans? Israéliens toujours, mais plutôt musulmans. Non, je crois que c'est inutile de rentrer dans ce genre de distinction. Il y a eu, comme on l'a dit tout à l'heure, dans des zones, dans des villes où il y avait déjà une très forte tension sociale, socio-économique, il y a eu ces actes absolument épouvantables de part et d'autre, aussi bien de la part d'Israéliens que de la part de Juifs israéliens que de la part d'Arabes. Ils sont citoyens. À part égale, ils sont redevables devant la loi, ils sont redevables devant la justice de leurs exactions et ils devront rendre des comptes, mais il n'y a aucun distinguo ici à faire entre les différentes communautés. C'est inutile de rentrer dans ce genre de débat. Je crois vraiment qu'il n'y a pas lieu d'y rentrer. Alors j'ai une question qui revient à l'Europe cette fois. D'abord, l'auditeur vous remercie pour vos explications claires et sans langue de bois, mais je crois que c'est ce qui vous caractérise d'ailleurs, et qui vous pose la question suivante. Que pensez-vous de la position de l'Union européenne, dans le cas présent, mais en règle générale vis-à-vis d'Israël? Et selon vous, quel devrait être dans ce conflit le rôle de l'Union européenne? Et je voudrais la prolonger et vous demander, est-ce que vous pensez que l'Europe a un rôle à jouer pour trouver une solution à ce conflit? D'abord, je constate qu'il y a une évolution et il y a une grande difficulté, je pense, à parler d'une position commune de l'Europe. Vous avez vu à la fois des gestes et des mots et des propos qui ont été prononcés et posés par nos amis tchèques, nos amis slovaques, nos amis hongrois, nos amis allemands, qui sont très différents de ce qu'on a pu entendre en Irlande ou, je le regrette, au Luxembourg ou dans d'autres régions d'Europe, dans d'autres pays d'Europe. Donc d'abord, il n'y a pas d'unité au sein de l'Union européenne aujourd'hui, au sein de l'Europe en général et de l'Union européenne en particulier, sur cette question. Il y a une évolution. Vous m'avez posé la question, monsieur Trard, tout à l'heure sur la position française. Incontestablement, il y a une évolution. On a entendu à plusieurs reprises le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre, bon, un peu moins à l'Assemblée nationale, beaucoup plus au Sénat, le président de la République revenir sur la légitimité du droit d'Israël à se défendre parce qu'il est agressé. Les mots très clairs qui ont été prononcés par le président, mais aussi par le ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, aussi bien lors de son audition devant la Commission des Affaires étrangères jeudi, que dans l'interview que vous avez évoquée, ou dans celle qui vient de paraître dans l'Express que j'ai lu juste avant le début de cet entretien, dans lequel il apparaît très clairement la mise en cause de la responsabilité du Hamas et de la manipulation et de l'exploitation cynique que le Hamas a fait des événements de Jérusalem. Donc là-dessus, je crois qu'il y a vraiment une évolution de la position européenne. La deuxième partie de la question, c'est qu'est-ce que l'Europe peut faire? Alors je crois que si on se réfère à ce que nous avons évoqué tout à l'heure, à la nécessité d'accompagner la direction palestinienne pour choisir le bon camp, lorsqu'on entend M. Abou Mazen justifier le Hamas, prendre fait et cause pour le Hamas, qu'il a combattu, qui est son ennemi, beaucoup plus qu'Israël est son ennemi. Nous n'étions pas en guerre contre le peuple palestinien, nous étions en guerre contre le Hamas. Nous sommes en guerre contre le Hamas. Donc voilà ce que l'Europe doit faire. L'Europe doit accompagner les Palestiniens pour les aider à dépasser
ce culte de la violence que nous avons évoqué tout à l'heure, cette ambiguïté que le peuple palestinien et que la direction palestinienne a depuis tant d'années, et les accompagner vers ce choix de la paix. Je reste convaincu, je reste très optimiste lorsque les Palestiniens, lorsqu'une direction palestinienne digne de ce nom aura ce courage de se lancer dans la reconnaissance avec Israël, je suis sûr que nous pourrons aller de l'avant avec beaucoup d'audace et avec beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de créativité, parce que nous sommes dans une situation compliquée. Vous savez, c'est le seul conflit au monde dont on connaît à l'avance la solution. Je ne crois pas qu'il existe d'autres conflits sur la surface du globe dont on connaît on sait exactement ce qu'il faut, mais comment y arriver? Il faut d'abord passer par ce fondamental qu'est la reconnaissance mutuelle. Allez, peut-être une dernière question qui revient cette fois en Israël et à la politique intérieure israélienne. On vous demande est-ce qu'il peut être sérieusement envisagé de modifier le mode de scrutin en Israël afin d'obtenir un gouvernement stable, à l'abri de toute pression et de tout chantage de la part des partis minoritaires? Une question difficile parce que la loi fondamentale qui a été votée au moment de la création de l'État d'Israël et qui a mis en place ce scrutin, ce mode de scrutin, doit être modifiée, comme c'est une loi fondamentale, à la majorité des 2/3. Et donc, il faut trouver parmi les parlementaires israéliens, donc parmi notamment les parlementaires des petits partis, il faut trouver des candidats à voter une loi qui les empêchera de se faire réélire. La réponse est dans la question. Voilà, donc la réponse est dans la question. C'est ça, on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis. Il faut faire preuve de beaucoup de sens, de courage politique et de sens d'abnégation pour accepter de voter une loi qui vous empêchera d'être réélu. Donc la réponse est malheureusement, je ne vois pas comment cette situation peut évoluer, mais sans doute les choses évolueront petit à petit avec le renforcement des grands blocs et avec la prise en compte, même si nous sommes une démocratie, un État de droit très fort, cette succession d'élections devient difficile. Ceci dit, je constate que ce sont des gouvernements de transition, des gouvernements qui étaient censés gérer les affaires courantes, qui ont mené la lutte contre le Covid, qui ont mené le combat pour approvisionner l'Israël en vaccins, qui ont mené cette guerre aujourd'hui avec donc voilà, mais un gouvernement qui n'a pas de budget tout de même. Mais un gouvernement avec beaucoup de limites, avec beaucoup et qui ne peut pas encore nommer un ambassadeur en plein titre à Paris notamment. En tout cas, sachez que pour nous, vous êtes un ambassadeur en plein titre et à part entière. Il n'y a pas et vous l'avez prouvé d'ailleurs pendant toute la présence que vous avez eue sur les différents médias pendant cette crise. Et je crois que vous avez été je crois, par vos analyses et par vos observations, vos analyses et la façon dont vous avez été offensif, vous avez été un des artisans, je crois, de la meilleure compréhension de ce qui se passait sur le terrain. Je crois que c'est important de le dire. Il me reste, avant de vous laisser un mot de conclusion et peut-être un mot à vous, monsieur l'ambassadeur, à vous remercier. Remercier d'avoir consacré ce temps aux amis du CRIF et remercier Yves Tréhard d'avoir accepté en toute amitié de venir vous interroger ce soir. Yves, 2 mots peut-être de conclusion. Merci beaucoup Francis. J'espère que nos auditeurs et téléspectateurs qui avaient sans doute énormément de questions à poser ont trouvé quand même une substance justement à alimenter leurs réflexions et puis à trouver des réponses à leurs interrogations. Je remercie beaucoup monsieur l'ambassadeur, effectivement, qui n'est pas un homme de langue de bois, et de nous avoir éclairé sur nombre de sujets. C'était un honneur pour moi que de vous interroger, et merci de vos réponses. Voilà, j'étais très content et très heureux de participer à ce moment. Peut-être un mot de conclusion, monsieur l'ambassadeur. Vous remercier également de cette occasion de rencontrer le CRIF et les amis du CRIF, et nous espérons de jours meilleurs. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée.